Je m'appelle Yvan Dalmé, je suis du coup cofondateur du Bear Studio et aussi de Forkit, et du coup lead designer, et c'est plutôt de ça qu'on va parler. Bear Studio, c'est une ESN, et comme toutes les ESN, on est différents. Et comme toutes les ESN le disent, ils le pensent vraiment, et voilà. Bon, bref, on reste une ESN, un studio de développement. Moi, ça fait 15 ans que je fais principalement du design, mais aussi du développement, et fluidifier justement des interfaces. Ça fait un petit moment que je fais ça. Petit disclaimer, plusieurs disclaimers. Déjà, Bear Studio, on fait des applications principalement B2B. Alors, on fait du B2C aussi, mais on a beaucoup de B2B. Ce qui va du coup voir que du coup, les projets sur lesquels on intervient ne sont pas forcément toujours les projets qui sont présentés lors de Conf d'IA, qui sont beaucoup B2C. Autre truc aussi, malgré ce que vous allez pouvoir croire, je ne suis pas du tout réfractaire à l'IA. J'adore ça, je l'utilise tous les jours. Voilà, que ce soit dans les outils comme Figma, voilà, c'est des trucs, voilà, ou on verra après. Mais je ne suis pas réfractaire à l'IA, c'est juste qu'on verra qu'il y a IA et IA, et il y a promesse et réalité. Petite chose pour se mettre d'accord avant tout, avant de commencer, c'est quand je vais parler du X, je ne parle pas de joli. Parce qu'en effet, dans le B2C, etc., ou dans les marketing, on associe souvent ces deux mots-là. Alors, le joli fait partie de l'UX, mais c'est vraiment dans mon métier, sur des outils B2B, etc., c'est vraiment la cherry on the cake. C'est vraiment le petit topping qui est sympa. C'est cool, j'adore ça, mais ce n'est pas le principal sujet de l'UX. Deuxième chose, l'intelligence artificielle, on parle bien de GenAI, de LLM. Alors, je vais faire des raccourcis à droite, à gauche, mais on parle de ce qu'on a aujourd'hui, pas de l'intelligence de demain, de Skynet et de tous les fantasmes qu'on pourrait avoir demain, qui pourront arriver. Peut-être que demain, ça arrivera littéralement demain, mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de avec quoi on joue aujourd'hui. Alors déjà, pour comprendre comment ça peut impacter mon métier, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est mon métier. Alors, je ne vais pas passer 4 heures, mais en gros, c'était aussi l'occasion de cette conférence de me dire, OK, concrètement, qu'est-ce que je fais? J'ai réussi à découper ça en 4 gros morceaux, ce qui sont c'est des ateliers avec des utilisateurs, donc avec des gens du métier, souvent dans le cas du B2B, pour essayer de comprendre comment ils travaillaient, quels sont les outils qu'ils avaient, quels sont les process qu'ils ont, où sont les pains, où sont les choses où c'est compliqué, où sont les choses où ça marche, parce que spoiler, des fois ça marche. Voilà. Et à partir de tout ça, essayer de comprendre pour après pouvoir proposer des user flows. Donc les user flows, pouvoir proposer des solutions. Quand on introduit des solutions numériques, et des fois, c'est aussi de voir qu'il n'y a pas besoin de solutions numériques. Ça fait partie aussi du job, que de ne pas mettre des UI pour mettre des UI partout, comme pas mettre des IA pour mettre des IA partout. Il faut les mettre là où ça a vraiment un intérêt. Et là, voilà, essayer de comprendre comment on peut intégrer ces outils-là à travers leur quotidien. Voilà. Ensuite, souvent, aujourd'hui, c'est de designer des écrans, parce qu'aujourd'hui, la plupart quand même des solutions numériques, ça passe par des applications web, des écrans, etc. Donc là, on va parler de hiérarchie de l'information, d'ergonomie, de consistance visuelle, etc. Et là, si vous voulez, on peut mettre un peu de joli. Et aussi de faire du prototypage pour réussir à faire fonctionner quelque chose, comprendre avant même le moindre développement ou le temps, etc. Enfin, avant de passer trop de temps, de faire des choses plus imagées, moins complexes, pour savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Voilà, ça c'est les 4 grandes choses. Et du coup, moi, en tant que UX designer, pour que l'IA m'apporte quelque chose, qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon principal pain point? Moi, ce que je veux, c'est des itérations plus rapides. C'est ça mon challenge. Ça a toujours été ça depuis le début. C'est pour ça que quand j'ai commencé il y a 15 ans, on était sur Photoshop et qu'aujourd'hui, on n'est plus sur Photoshop pour faire de l'UI parce que c'est trop lent pour faire des itérations sur Photoshop. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu Sketch, il y a eu des XD, aujourd'hui, on est sur Figma. Mais voilà, dans mon job, changer d'outil, c'est normal à partir du moment où ça permet d'améliorer. Du coup, la promesse aujourd'hui marketing de beaucoup d'outils IA, c'est d'aller plus vite et d'enlever les outils que j'ai aujourd'hui. Donc moi, je me dis, bon, quand je vois ça en ligne sur Twitter et autres, je me dis, bon, est-ce que c'est pas le moment de shifter complètement d'outillage, un peu comme je dis, passer de Photoshop à Sketch, de Sketch à Figma, etc. C'est peut-être le moment. Surtout quand on nous dit que c'est des skill issues, ça se fait un peu, on se dit, bon, là c'est le moment de shifter. C'est le moment de se dire, ok, c'est quoi l'outil qui est mieux que Figma? Parce qu'on ne peut pas juste rester dans le passé. Du coup, je vais sur les propositions qui sont et on me dit design at the speed of AI, donc à la vitesse de l'IA. C'est pas marqué vite, hein.
C'est marqué à la vitesse de l'IA. Vous avez peut-être lu vite dans votre tête, dans l'ordre de la traduction de l'anglais à votre cerveau, c'est pas marqué vite. Mais voilà. La done in seconds, ça vend quand même de la vitesse. À un moment, je peux, ouais, c'est du marketing. Après, seconds, ça peut être plusieurs minutes, hein, ça reste des secondes. Mais instantanément, là, il n'y a pas de débat, c'est rapide. À un moment, si c'est pas rapide, c'est moi le problème, clairement. Alors, pour le coup, pour ces outils qui vendent justement de, finalement, on peut remplacer, enfin, de m'accélérer vraiment cette chose-là, bah, j'ai quand même identifié quand même deux types d'outils qui ciblent quand même deux types de personas. Il y a les premiers, c'est les coding tools. Leur but, et c'est vendu, alors même si Figma Make revient là-dessus, parce qu'ils ont bien compris, c'est de passer vraiment de l'idée à une application fonctionnelle. Tout. Donc le but, c'est de remplacer la phase de design et la phase de coding pour avoir un outil utilisable directement. Donc on a Figma Make, on a Lovable, on a Ready, on a Bolt, on a V0, enfin il y en a pas mal. Après, il y en a d'autres qui se vendent un peu différemment, qui sont plutôt pour justement améliorer le designer. Donc voilà, pour essayer d'améliorer la chose. Donc, pas je fais du code pour l'envoyer en prod, mais plutôt je fais du prototype justement pour tester des idées. Alors on va tester. Enfin, j'ai testé du coup. Alors, là, c'est un prompt qui est petit parce que ça rentre bien dans une slide. Voilà, c'est sur un cas très simple. Parce que je vais vous le faire en résumé, lisez pas forcément le prompt, hein, c'est juste si met les slides après, au moins quelqu'un peut reproduire. En gros, c'est une application pour, je prends une photo et je dis à qui j'ai prêté cet objet-là pour pouvoir m'en souvenir, et voilà, un truc assez basique. Alors il y a plein de gens qui m'ont dit, bah faut le refine le prompt. Je les refine dans plusieurs LLM, etc. J'ai fait plusieurs choses pour essayer d'avoir le meilleur prompt. Il y a sûrement quelqu'un dans la salle qui me dira qu'il y a un meilleur prompt. C'est normal et j'ai pas de souci là-dessus. J'ai juste fait un truc à la fin qui me paraît évident, mais pas tant que ça finalement. C'est je lui ai dit, bah en fait, si tu as besoin de plus de choses, demande-moi. Et pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait, c'est comme ça que j'irai demander à un designer junior de me dire, voilà, je vais lui expliquer un peu ce que je veux. Et je lui dis, voilà, maintenant, si tu as besoin de plus d'infos, demande-moi. Je vais pas passer 4 heures à expliquer ce que c'est un bouton et tout, c'est normal. Voilà. Du coup, j'ai testé un peu avec les coding tools. Donc là, c'est Figma Make. Là, vous allez vous regarder l'UI, etc., où il y a des problèmes dans l'UI, mais c'est pas ça le souci. Ça a pris à peu près 2 minutes, donc c'est pas si long que ça, mais ça a à peu près 2 minutes, et ça m'a pas posé de questions. Le deuxième, Figma Make, un deuxième run. Déjà, ça ressemble pas du tout au premier run. Une des joies, malheureusement, la chose, mais bon, limite, pourquoi pas, pour explorer, c'est pas mal. Pas de questions, environ 2 minutes. Du coup, je suis passé sur Bolt. Bolt m'a posé des questions, j'étais trop fan. Puis après, j'ai regardé les questions, et là, il me demandait, est-ce que je veux du local storage? Est-ce que je veux de la database? Est-ce que je veux des trucs comme ça? C'est des questions techniques. À cette étape-là, en fait, moi, à mon niveau de... C'est pas encore une question que je dois me poser. Moi, j'essaie de trouver un usage. Je n'essaie pas de répondre à une solution technique. Donc, j'y réponds, parce que je sais répondre. Mais c'est pas mon sujet. Ça prend à peu près 5 minutes. Il y a des choses. Pareil pour V0. Premier run, question. Trop cool. Technique. On s'en fout. Deuxième run sur V0, 3 minutes, pas de questions. Vous allez me dire, mais Yvan, c'est bon, tu as compris le point. Alors déjà, ce midi, on m'a parlé de Ready. Donc j'ai retesté le prompt dans Ready. Vous pouvez juger ça un peu plus joli, mais c'est les mêmes choses. Et en fait, parce que pourquoi? Vous allez vous dire, mais là, pour faire des apps comme ça un peu qui fonctionnent, tu n'aurais jamais mis 5 minutes, Yvan. Tu aurais mis beaucoup plus. Et c'est vrai. Mais en même temps, moi, déjà, ce n'est pas le but d'avoir une application fonctionnelle au début, puisque je ne sais pas où je vais. Et en fait, c'est lent. Vous allez me dire, 2 minutes, c'est pas lent, Yvan. Moi, je vous dis, c'est lent. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, là, c'est un petit prompt. Donc déjà, pour faire un gros prompt, il va falloir passer plus de temps avant la génération. Et le deuxième, c'est qu'en fait, là, c'est 2 à 5 minutes sur le premier, mais c'est 2 à 5 minutes sur chaque itération. Alors, si vous comptez combien de 5 minutes dans une heure, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et surtout, du coup, cette notion d'itération, en fait, je vais faire quelque chose, attendre 2 à 5 minutes, faire quelque chose, attendre 2 à 5 minutes. Et en fait, je ne vais pas être dans un flot de créativité aujourd'hui. Et surtout,
je m'en fous du code à ce moment-là. Et là, le LLM, lui, il essaye de faire du code qui va marcher. Et moi, ce n'est pas du tout le problème que je résous. Et c'est là où, quand il me pose des questions techniques, c'est clairement pas le problème que j'essaie de résoudre à ce moment-là. Et du coup, soit j'en ai conscience, soit j'en ai pas conscience, et je vais partir dans ce truc de répondre à des trucs techniques et être dévié de mon truc créatif. Et surtout, vous allez devoir vous amuser à débugger. Et du coup, débugger, ça veut dire des prompts qui prennent 2 à 5 minutes pour justement corriger. Parce qu'en fait, là, le paradigme, c'est que c'est normal. Ces genres d'outils, en fait, c'est pas moi la cible. C'est normal. Le but, c'est de faire du code. J'ai déjà une idée et je la code. Donc, ça fait une bonne excuse pour les développeurs, en effet, pour pouvoir dire, avant, on pouvait dire que le code, ça compilait. Maintenant, on dit que l'IA, c'est en train de fixer ses mistakes. Voilà, ça prend du temps, mais c'est pas ça. Parce que moi, en fait, ça pourrait générer, le premier run, il pourrait durer 1 heure, ça me poserait pas de problème. Je mets mon rendez-vous client, etc. Après, je lui donne un prompt. Je reviens 1 heure ou 1 jour après. Si après les itérations, ça dure quelques secondes, c'est pas un souci. Donc je me dis, bon, bah, je vais aller regarder ce que les designer tools font, qui du coup vendent un peu la même promesse, mais plutôt à l'usage du design. Et bah, spoiler alerte, en fait, c'est exactement la même chose, à 2-3 détails près, parce que derrière, c'est les mêmes modèles, et ça fait à peu près la même chose. Alors là, l'image est plus grosse à droite, ce qui est quand même pas mal, pour un truc où il y a des photos, alors que les autres, c'est des timbres poste. Mais le problème est le maître, c'est-à-dire c'est 4 minutes, là, pas de questions posées, et je reprends 2 à 4 minutes à chaque coup que je veux faire une modification. Sur Xpilot, par contre, du coup, j'ai choisi le mode wireframe. Il ne m'a pas posé de questions, donc c'est un peu mieux. Mais là, c'est peut-être un skill issue, parce que je n'ai pas payé sur Xpilot, je suis honnête. Et du coup, c'était en mode, bah oui, il parse du HTML, parce qu'on voit qu'il l'a mal parsé en haut, puisqu'il y a encore le markdown de ChatGPT. Mais du coup, c'est le même problème, en fait. C'est que là, on est sur un truc où je suis trop tôt à essayer de faire des choses. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore excellent. Wizard, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Il m'a fait le travail d'un stagiaire, c'est-à-dire je lui ai donné une mission simple et il est parti en mode YOLO. Je vais faire plein de trucs, je vais faire des couleurs, des trucs, etc. Avec un niveau pas ouf. Mais du coup, au final, les temps de génération, les façons de générer, pour l'instant, sont encore toujours dans la même chose. Donc c'est toujours un peu lent. C'est pas instantané. C'est assez générique. Générique, c'est pas forcément des UI génériques, c'est vraiment pas un problème. En vrai, à cette étape-là, c'est plutôt un point fort. Par contre, ça fait plein d'erreurs de junior. Et surtout, et c'est ça, moi, mon plus gros problème de ces outils qui vendent l'UX, parce que là, pour le coup, il y a même UX dans le terme des produits, hein, UX Pilote, c'est qu'en fait, pour moi, l'UX, on doit poser plus de questions qu'on doit apporter de réponses. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas apporter de réponses, mais pour apporter une réponse, en général, il faut poser une dizaine de questions minimum. Et là, toutes ces choses-là sont centrées pour répondre et pas pour nous questionner. Et c'est là où je trouve que c'est pas encore assez bon, justement, pour être un vrai copilote de l'UX. Parce que du coup, au final, tout le travail à côté est compliqué. Et spoiler, faire des maquettes sur Figma, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de comprendre le besoin dans mon métier. Après, faire les maquettes dans Figma, oui, ça peut gagner un peu de temps, mais c'est pas ça la complexité. Et après, en plus, souvent, ça va pas utiliser de composants, des choses comme ça. Du coup, les itérations sont lentes par le fait qu'elles prennent 2 à 5 minutes. Aujourd'hui, encore une fois, je parle d'aujourd'hui. Et derrière, ça génère des choses où, en fait, bah, quand on fait du Figma ou des choses comme ça, on va plutôt essayer de penser composants, etc. Et c'est pas encore à la hauteur. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est important, en fait, et ça, c'est dans des études, etc. Alors, si vous voyez, il y a une conférence qui est intéressante sur pourquoi le vibe coding, ça peut vous faire perdre en productivité, là où des fois, ça vous pensez gagner. C'est pas dit, pareil, dans la conférence, il ne dit pas que le vibe coding ne marche pas. Il dit juste de faire gaffe à pas avoir l'impression d'une productivité, là où en fait, quand vous utilisez un truc classique, vous l'avez. Et là, en fait, un des problèmes, et c'est là où on est aujourd'hui, et c'est là mon espoir, c'est qu'en fait, les tâches en dessous, quand on a des feedbacks en dessous de 10 secondes, en fait, on est toujours dans la créativité, dans le deep work, dans le focus, etc. Mais à partir du moment, en fait, entre 10 secondes et 1 heure, bah, en fait, on est en attente, et du coup, on perd complètement le fil de créativité qu'on avait. Et du coup, c'est pas assez en fait pour déléguer à l'IA, parce que ça fait pas, voilà, c'est pas assez de temps perdu, et en même temps c'est pas fun dans le sens où, alors là c'est marqué fun, mais pour moi c'est pas assez créatif à ce niveau-là. Et du coup, là, moi mon espoir c'est que justement tous ces outils-là tournent à 10 secondes à peu près d'itération, et là on peut retravailler avec des choses comme ça. Mais là aujourd'hui, c'est trop, il n'y a pas assez d'itération en 1 heure globalement pour avoir le truc. Et après, c'est là ce que je disais, c'est qu'en fait si ça prend
1 heure ou plus pour générer ma première version, c'est pas grave, parce que là, je sais que c'est une tâche asynchrone, je vais la mettre d'un côté, et puis je reviendrai demain. Bon, mais je ne peux pas faire ça pour chaque itération. Mais si ça me prenait 24 heures pour générer le premier jet, et qu'après, ça me prenait moins de 10 secondes pour itérer, en vrai, ça répondrait à une des problématiques. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on va y arriver. Mais aujourd'hui, il y a encore un petit truc où on a ce sentiment de ah, ça marche bien. Mais en fait, quand on commence à vraiment vouloir faire des choses, bah, en fait, on part dans ce côté de moins en moins de productivité au fur et à mesure du temps. Parce que du coup, en fait, pour faire mon travail là, l'UX, et c'est là où c'est intéressant de voir comment l'IA pourrait faire ça, c'est comment je travaille. C'est qu'au début, je vais faire des workshops. Donc là, on va essayer de... Donc ces tableaux blancs, ces post-it virtuels ou pas virtuels, ces discussions, etc. Là, en vrai, l'IA pourrait aider, et ChatGPT aide un petit peu déjà, justement, si on le met dans ce bon mindset pour discuter. Mais après, je ne vais pas faire directement la maquette finale. Je vais commencer par un peu de zoning pour essayer de discuter. Parce que là, c'est une application très simple, mais en vrai, dans des cas plus compliqués, alors que ce soit des interfaces dans des avions de chasse, que ce soit un outil d'audit pour des cheminées d'usines Céveso, que ce soit pour du trading dans l'agriculture, etc. On voit bien qu'à un moment, il faut commencer à comprendre le métier, comprendre les usages avant de pondre une maquette finale. Évidemment, pour une petite app comme ça, en vrai, on pourrait limite le faire avec l'IA. Mais j'essaie de vous montrer les vraies problématiques sur des choses plus compliquées. Une fois qu'on a ça, après, on commence à faire des wireframes, donc du basse fidélité, et on commence à itérer. Et en fait, à chaque étape, justement, il y a de la réflexion qui se fait. Et après, on va faire du joli, et après, on va faire des maquettes. Et en fait, l'IA aujourd'hui, les outils qui nous sont vendus comme tels, non, pas l'IA aujourd'hui, parce que ce qui nous est vendu avec l'IA, des outils, parce que les outils sont concentrés à faire ça. Et je reste persuadé qu'en fait, on peut faire en sorte que l'IA soit optimisée pour chaque étape et du coup gagner du temps à chaque étape, mais pas essayer de rusher la réponse en disant « donne-moi une idée, je te donne le résultat ». Dans mon domaine, en tout cas de l'UX, d'essayer de couvrir les choses, il faut intégrer l'IA à des moments, mais enfin, à chaque étape, mais on ne peut pas juste dire que ça IA ou pas IA, en fait, stagiaire ou IA, même combat. C'est-à-dire que je donne quelque chose, je lui donne 2-3 informations, il part 1 heure et il revient, il a fini. En vrai, ça ne marche pas, en fait, quoi qu'il arrive. Du coup, vous allez vous dire, bon, bah, lui, il n'aime pas l'IA, de toute façon, il est venu dire qu'il n'allait pas aimer l'IA, de toute façon, voilà, donc je n'utilise pas l'IA. Alors, c'est faux, déjà. J'utilise beaucoup, je n'ai pas parlé de tout ce qui était génération d'images, refine, etc., génération de texte dans Figma, enfin ça j'utilise tous les jours, pour moi c'est un outil comme un autre. Mais des usages plus poussés, j'utilise comme un reviewer. Et là, comme un reviewer, c'est mieux. Pourquoi aujourd'hui, plutôt qu'un builder? Parce que c'est rapide. En fait, review quelque chose versus générer toute une application fonctionnelle, parce que même les outils d'UX que je vous ai montré avant, derrière, ça génère du code. Et c'est long, en fait, à générer du code pour que ça marche, malheureusement, aujourd'hui. Enfin, c'est long. Relative, mais ça reste long, on n'est pas de l'ordre de quelques secondes. J'espère que demain, dans 6 mois, ça le soit, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, par contre, aujourd'hui, et c'est vrai, pouvoir balancer un visuel ou quelque chose à une IA et avoir une review, ça se fait très bien. C'est plutôt moyen, mais c'est pas grave, parce que comme c'est de la review, c'est pas gênant. On prend ce qui est bon à prendre, on laisse ce qui n'est pas bon à prendre. C'est plutôt pas cher, pour le coup, contrairement à générer des images, générer du code, c'est quand même moins cher, puisque c'est juste analyser une image et sortir du texte. Et comme un collègue, ne la croyez pas. Demandez l'avis à un collègue, c'est pas parce que votre collègue il vous dit un truc qu'il faut le prendre au pied de la lettre et dire « Ah bah oui, t'as raison, je vais tout changer ». Non, c'est la même chose avec l'IA. Du coup, aujourd'hui, moi, comment j'utilise principalement ChatGPT, mais ça marche avec Gemini, avec Mistral, etc. C'est du coup comme il y a beaucoup de métiers que je ne connais pas, bah, ça va m'aider à comprendre mieux ces métiers, à avoir du langage sur les métiers, etc. Ça me permet aussi de travailler avec les mots, parce que là, c'est quelque chose, il va être meilleur que moi, parce que je suis très nul à écrire, donc il va être meilleur que moi. Et du coup, principalement, review des designs, ou donner des pistes, donner une piste que j'ai faite et lui demander des améliorations. Et ça marche beaucoup mieux que de partir aléatoirement
en mode donne-moi l'idée. Là, c'est je te donne une idée, et à partir de ça, dis-moi ce qui ne va pas. Parce que bizarrement, il est très... Souvent, quand on lui demande de donner une réponse, il la donne tout de suite. Par contre, demander son avis, là, il est verbeux et il essaye plutôt d'ouvrir plein de portes, etc. Donner du feedback aussi à d'autres personnes, c'est pratique. Expliquer pourquoi ça ne marche pas. Et faire tous les trucs à côté, les mails, le message, je veux pas le faire, voilà, les appels d'offres, les choses comme ça, c'est voilà, tous les trucs qui ne vont pas focus sur le besoin. Par exemple, voilà, je mets un screenshot d'une maquette ou d'une app, et automatiquement, il va me retourner. Donc, il y a des choses qui ne sont pas utiles, il y a des choses qui sont pertinentes, il y a des choses qui sont bonnes, mais que c'est bien que si j'y avais pas pensé. Mais ça se fait, là, on est en dessous de 10 secondes de feedback. On n'est pas à 2 à 5 minutes. Et du coup, en gros, ce que je vous conseille, moi, sur des choses complexes, simple non, mais sur des choses complexes qui ont besoin de créativité et autres, utilisez vraiment comme un reviewer et pas comme un builder. En tant que reviewer, vous pouvez en mettre partout de l'IA. Vraiment, il n'y a pas de risque en fait en tant que reviewer, parce qu'il va juste vous aider à vous mettre que ce soit sur du code, que ce soit sur des mails, sur des choses comme ça. Vous pouvez le faire en création quand c'est simple, mais dès que vous voulez apporter des choses plus complexes, c'est vrai que là, c'est mieux de l'utiliser comme un reviewer. Bon, je pense que vous avez compris, du coup, je suis juste un vieux designer qui n'aime pas l'IA. Et de toute façon, en vrai, la vraie question, c'est tous les outils qu'on a vus là, à quoi ça sert dans un monde de l'IA? Parce que là, on est en train de se dire, ouais, trop bien, tu peux faire des jolis écrans, des UI, des applications et tout, mais à quoi ça sert vraiment dans un monde où en fait l'IA, elle parle et elle fait pour nous? À quoi ça sert de faire des jolis UI dans un monde où on ne va même plus consulter ces UI? Parce que bon, quand on fait du text-based chat, alors oui, il y a un designer derrière la personne qui a fait le chat, mais bon, il n'y a pas beaucoup de designers qui designent les navigateurs. Voilà, une fois qu'on a fait le navigateur, il n'y a plus personne qui a besoin de le faire. Bah là, c'est un peu pareil. Pareil sur le voice chat, une fois qu'il y a une personne qui a designé un chat vocal, tout le contenu qui est à l'intérieur n'a plus besoin de design. Et puis alors, si en plus l'IA fait à notre place, c'est-à-dire que, bah, alors ça reste le côté chat, mais finalement, voilà, je lui dis, bah, donne-moi le dernier article du Bear Studio. J'ai consulté l'article du Bear Studio, même peut-être mieux écrit que celui du Bear Studio, mais j'ai même pas été sur le site du Bear Studio. Donc le joli, l'ergonomie, l'expérience utilisateur du site du Bear Studio, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, on s'en fout. L'IA, elle a fait son truc. Alors je vous parle même pas quand, du coup, l'IA fait pour nous. Donc là, c'est lent aujourd'hui. Projetez-vous que ça soit plus rapide. Parce que là c'est très lent. Mais là, ça fait pour nous. Et du coup, aujourd'hui, on a la fenêtre de gauche. Donc, il va aller réserver un ticket. J'ai pas mis mes infos perso et la carte, mais ça marche très bien. Je l'ai fait après sur d'autres trucs avec des cartes de Stripe, la 42, 42, 42. Utilisez-le avec parcimonie, dans le sens où, en termes de sécurité, vous allez avoir des mauvaises surprises. Mais projetons-nous un peu plus loin. Bah là, en vrai, à gauche, c'est lent et moi, je peux voir ce qui se passe. Mais concrètement, si vous vous concentrez sur le chat de droite et qu'il n'y a pas la partie gauche, l'UI, qu'elle soit jolie ou pas sur l'UMA, qu'elle soit ergonomique ou pas, qu'elle soit bien hiérarchisée ou pas, est-ce que vraiment c'est un problème? Donc voilà, donc là, il s'est arrêté parce qu'il me demande juste mon prénom, nom et ma carte bleue. Mais concrètement, là, toutes les interfaces qu'on a vues à gauche, à quoi ça sert de les faire concrètement si personne ne les consulte à part une IA? Du coup, bah, ok, c'est cool, on a peut-être trouvé... Alors, les outils d'aujourd'hui, moi, je les trouve encore un peu trop lents et un peu pas ciblés sur le bon problème d'IA pour résoudre vraiment mes problèmes. Mais de toute façon, tous ces outils pour générer des choses, est-ce que c'est pas un peu mort? Bon, après, ChatGPT, c'est vrai que ça rappelle un petit truc. Alors, le terminal, pour ceux qui... Voilà, ou le BIOS, pour les plus vieux. Mais bon, c'est vrai qu'on aime bien mettre un peu d'UI quand même dessus. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est Wrap, donc c'est un UI au-dessus d'un terminal, ou alors un autre outil qui est pour faire pareil, c'est des trucs de code, mais voilà, on a une UI. Pourquoi, alors que ça marche très bien dans une interface purement textuelle, pourquoi on a besoin de rajouter de l'UI? Parce que bon, peut-être qu'il y a des trucs, ça marche pas très bien à la voix, par exemple. Je vais prendre un exemple, ce genre d'interface à la voix, imaginons que vous ne voyez pas l'écran, et là, la voix vous dit, alors, il y a des voitures, des vélos ou des piétons. Donc là, tu es en ligne droite, tu arrives à 5h50, donc tu as un lift pour 3
qui part à 5h50, qui est à 11,99. Sinon, vu que c'est pas loin, parce que tu es un peu con, tu fais un voyage de 100 mètres, tu peux prendre un city bike. Alors sinon, il y a un lift pour 5. Alors, c'est un XL. Vous voyez bien que c'est super chiant. De toute façon, vous avez déjà fait les choses au téléphone. Appuyez sur 1 pour truc, appuyez sur 2 pour ça. Il n'y a pas d'UI. On voit que c'est chiant. Et c'est pour ça qu'on a fait des apps, spoiler, parce que ça marchait déjà, ce genre de truc, en pur vocal, pour donner des options. Et là, pareil, je ne veux pas vous le faire, hein, vous avez compris le concept, afficher beaucoup d'informations à l'utilisateur, bah, n'empêche que c'est quand même plus efficace que lui faire en pur textuel ou en pure voix. Parce que tout ce qui est natural language, en fait, parler, et que ça soit par texte ou par vocal, en fait, c'est pas pour tout ce qui est l'affichage simple, ça marche. Mais pour tout ce qui est complexe, au final, bah, les LLM, c'est pas le plus fort. Le principe de générer juste du texte et de la voix. Pardon. Par contre, c'est vrai que des fois, pour certaines choses, ça peut être un peu plus pratique de l'exprimer de façon naturelle. Parce que bon, c'est vrai que ce n'est pas les interfaces les plus sexy du monde. En prenant l'exemple de Google Agenda, c'est vrai qu'avoir... Alors maintenant, c'est tous habitués, hein, bien sûr, parce qu'on s'habitue à tout. Mais ce genre d'interface, c'est vrai, c'est quand même vachement plus simple de lui dire bah, crée-moi un événement tous les jeudis à 7h30, quoi. Et du coup, la petite subtilité, c'est qu'en fait, le langage naturel, pour donner des informations, c'est quand même super pertinent. Et c'est là où l'IA est très très forte, c'est que du coup, bah, elle va être capable de synthétiser toutes ces choses, à structurer toute cette donnée qui paraît structurée, elle est capable de le faire. Et du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être encore un peu d'UI dans ce monde d'IA. Il va peut-être falloir quand même afficher des choses. Donc comment on construit ça? Bah, j'en sais pas, demandez à l'IA. J'ai demandé, c'était pas foufou, franchement, pour être honnête. Et quand je lui ai demandé de review mes slides, elle m'a dit oui, cette slide-là, elle est un peu violente, tu devrais éviter de la mettre. Je l'ai mis quand même, m'en fous. Mais globalement, aujourd'hui, je trouve qu'il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau, c'est hier, c'est le chatbot. Je pense que là, aujourd'hui, on peut parler d'hier. Je pense que c'est, en tout cas dans notre domaine, on ne reviendra pas en arrière, il n'y a pas de débat. Du coup, si on analyse vite fait un chatbot, bah, c'est un input en langage naturel, un output en langage naturel. Et c'est là où on se rend compte des petites problématiques. Du coup, le niveau 2, c'est tout ce qui va être agent automatisé, justement, où on va, par exemple, je prends l'exemple d'Atlas, où on va avoir un input encore en langage naturel. On va toujours avoir un petit chat d'output en langage naturel. Et là, dans le cas d'Atlas, on va s'appuyer sur tout ce qui existe, c'est-à-dire tous les sites qui existent, parce que du coup, comme l'IA ne va pas tout le temps réussir, au moins quand elle a bloqué une étape, il va lui rester une interface, quelque chose qui est compréhensible par un humain, pour savoir où il en est, et pouvoir peut-être débloquer l'IA. Ou pour même s'arrêter sur un choix, par exemple, de billet de train, et avoir toutes les options disponibles, plutôt que de lister tout dans un chat. Donc ça, c'est le niveau 2, où justement, on va pouvoir mixer le old world, le monde ancien des sites internet qui servent encore un peu. Mais si on va encore une étape plus loin, c'est le niveau 3, du coup, où tout ce qui est Gen AI, c'est-à-dire construire des UI spécifiques à l'usage courant. Aujourd'hui, on construisait des écrans et on essayait de se dire, OK, dans le flow, l'écran X, il arrive à tel moment. Là, le but, ça va être de plutôt penser des usages et plutôt se dire, OK, quelle fonctionnalité à quel moment je peux avoir, mais si je vais laisser l'IA avec tout ce qui est MCP, etc., je pense que vous en avez entendu parler, et voilà, de lui fournir des tools, alors là, des tools avec des morceaux d'UI, qui va pouvoir justement générer ça. Donc il y a le premier niveau, et qu'on commence déjà à voir très bien, c'est le chat, à l'intérieur du chat, ou à l'intérieur du feed de chat, on va mettre des petits bouts d'UI. Et ça, on peut déjà le faire nous-mêmes dans des applications, en développant des applications, avec par exemple ici l'AI SDK de Vercel, qui est open source, sur lequel vous allez pouvoir injecter des petits bouts d'interface dans un chat classique. Donc ça, voilà, donc là c'est un exemple de la météo, mais vous pouvez imaginer d'autres choses. Là, c'est par exemple une location d'endroits, des maisons, etc., où justement, bah, plutôt que d'avoir un chat text-based qui va me lister tout, ou à la voix, bah là, je vais afficher les choix, ce qui va me permettre de pouvoir quand même plus facilement faire une décision. Donc l'IA va filtrer, mais va me dire, OK, voilà les 3 meilleurs résultats, et mets-les-moi dans ces types d'interfaces. Après, du coup,
on a là qui va s'éloigner un peu de ce qu'on a aujourd'hui, même si ça commence, c'est du coup d'avoir vraiment une zone, un peu comme les navigateurs justement agentiques, où aujourd'hui le chat est à droite et le passé est à gauche. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire, OK, on a un chat, mais en plus, j'ai toute une zone réservée, un petit peu comme le mode Canva, finalement, quand on réfléchit, le mode Canva de ChatGPT, où c'est déjà un petit peu ça, c'est-à-dire que j'ai un chat, et à côté, j'ai une UI plus adaptée à ce que je suis en train de faire. Elle ne se construit pas à la volée, bien sûr, mais on est déjà un peu là-dessus. Et ça, si vous voulez voir des choses plus techniques, concrètement, c'est une conférence de, je ne sais jamais comment on dit Contagious, donc Tejas Kumar, du coup, qui était à React Paris l'année dernière, je crois, qui est sur du YouTube, et justement qui montre un petit peu ce principe-là d'aller générer des bouts d'UI avec des composants, des choses comme ça. Et aussi une autre expérimentation en cours sur des outils comme React ou Angular pour les gens plus techniques, justement d'essayer de générer ces morceaux d'UI à la volée. Voilà. Et le dernier truc, c'est vraiment là le post, enfin, ce qu'on avait hier, mais qui n'était pas adapté à l'IA, c'est les Google Home, Nest, etc., mais qui étaient nuls concrètement, parce que pas du tout intelligents et du coup assez inutiles, mais qui du coup, en effet, là, d'avoir un input à la voix, d'avoir une partie d'output à la voix, mais d'avoir du retour aussi du UI en même temps. Et ça, je pense que ça, ce genre de choses est beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire que je peux être sans les mains, discuter, mais j'ai quand même un feedback de choses. Ah bah tiens, je vais regarder. Et, voilà. Et ça va, c'est nécessaire parce que, en effet, à la voix, sortir beaucoup d'informations, ça reste compliqué. Et du coup, et j'ai été vite, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de, je pense que le métier va évoluer en essayant de plus à faire des petits bouts, des morceaux, des blocs, des briques fonctionnelles, des petits éléments, et moins penser en termes de screen, parce que oui, c'est ce qu'on essaye déjà de faire avec tous les design systems, etc. Mais dans la vraie vie, à la fin, on retombe quand même sur des écrans. Je pense que ça va nous pousser encore plus à réfléchir petits bouts indépendants par petits bouts indépendants, et essayer de réfléchir des flows qui vont utiliser ces briques-là, plutôt que de penser j'ai 4 écrans, j'ai 5 écrans, j'ai 6 écrans. Et du coup, c'est les designers dans ce monde-là, pour moi, bah, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des workshops avec des utilisateurs, je réfléchissais à du user flow, je faisais des designs d'écran globalement et du prototypage. Et bah, je ne pense pas que ça va changer beaucoup l'approche, en fait. Ça va changer les outils, il n'y a pas de débat, même s'ils ne sont pas encore là, mais ça va les changer. Ça va changer un truc, c'est que du coup, en effet, on va plus penser en tools qu'en app, je pense, et plutôt en petits bouts que en je fais tout mon onboarding. Ça, non, justement, je vais pouvoir poser plein de choses qui sont disponibles dans l'onboarding que j'ai envie d'expliquer, et c'est l'IA qui va décider, par exemple, ce qu'elle va mettre en fonction du profil de la personne, en fonction de ce qu'elle a demandé, etc. Mais dans le reste, je ne pense pas, même si j'ai sûrement tort, je ne pense pas que ça va changer l'approche, d'essayer de comprendre le besoin, parce que même si on fait des prompts, il va falloir comprendre le besoin, parce que spoiler, la plupart de mon boulot, en fait, c'est de comprendre ce que les gens ont envie, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Essayer de se donner des flows qui sont logiques et intelligents, designer des choses, ça va changer un peu, et à la fin, prototyper. Et prototyper, ça arrivera toujours, et ça le fera toujours. Du coup, je ne pense pas que l'IA, ça tue le design. Je pense que vraiment, par contre, l'IA a besoin du design pour justement faire des tools plus adaptés, avec peut-être moins la promesse du all-in. Je pars d'un prompt et 5 minutes après, j'ai un app complètement fonctionnel. Ça marchera très bien, ça marche déjà très bien pour des landing pages. Mais voilà. Mais plutôt de se dire, OK, maintenant, l'IA, il intervient à chaque morceau. Et en plus, la façon dont je vais designer le résultat final sera un peu différent et un peu plus Lego. Voilà. Du coup, faisons en sorte de, et j'espère s'il y a un truc que je voudrais retenir, c'est que vous allez, enfin je ne sais pas quel métier vous faites, mais vous allez, si vous êtes ici, travailler avec de l'IA, intégrer l'IA, développer de l'IA, designer de l'IA, et juste essayer d'éviter l'effet waouh, mais plutôt de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut vraiment améliorer? Parce que je pense que c'est une techno qui va révolutionner la façon dont on bosse, mais il faut juste arrêter de se dire en mode marketing, ça y est, en 5 minutes, j'ai remplacé toutes les choses. Parce que voilà, c'est juste la partie qui, moi, m'agace parce que j'aimerais que ça soit vrai. Voilà. Du coup, merci beaucoup. Si vous trouvez des choses qui sont des outils qui sont meilleurs, etc., et qui font que j'ai tort, et j'espère avoir tort,
envoyez-moi sur Twitter ou sur LinkedIn et je serai heureux de discuter et de découvrir. Parce que mon but, encore une fois, c'est pas faire du Figma. Merci à tous. Et du coup, si j'ai bien compris, il reste 2-3 questions. Alors, on a un peu de temps pour les questions. Malheureusement, on n'a pas de questions sur les feedbacks. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Merci pour la présentation. Petite question, tu parles des différents blocs en fait, UI. Le risque, c'est que tu fasses des blocs, que d'autres personnes fassent des blocs. Comment l'IA va assembler ces différents blocs qui vont être potentiellement totalement différents et du coup pas compatibles? Comment on va maîtriser en fait cette partie-là? Alors, il y a deux façons. Alors, il y a deux mondes déjà. Il y a le monde où là, toute ton application, elle est gérée par une entreprise. C'est-à-dire que tu as développé un chat métier pour interne, etc. Donc, tous tes blogs viennent de chez toi. Donc, facile. Et tu as l'autre où on a déjà un peu ça. Alors, c'est plus technique, mais je ne sais pas quel est le domaine dans lequel... Voilà, mais il y a du coup, aujourd'hui, sur la partie technique, l'IA a répondu, c'est React et Tailwind, hein, globalement sur des technologies. Et il y a un truc qui s'appelle ChatCN, et on voit tout ce qui se fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de librairies qui s'appuient là-dessus, où en fait, c'est un peu neutre, c'est un peu blending, etc. Mais du coup, tout est un peu compatible. Et il y a des choses qui seront comme ça. Mais il y aura aussi des blocs qui seront plus, qui ressortiront, etc. Et aussi, je pense, alors, franchement, là, c'est boule de cristal, hein, donc voilà. Mais je pense pas non plus qu'on va, en même temps, quand on est en train de faire une discussion, tu vas avoir 40 blocs de 40 services différents en même temps. Tu fais un service, il va peut-être te mettre, ok, peut-être une météo, peut-être du coup les billets d'avion et les choses. Et en vrai, si les blocs ils sont comme un site internet, quand tu passes d'un site internet à l'autre, bah, y en a qui sont clean, il y en a qui sont dégueux, et en fait, tu t'en fous. Enfin, tu t'en fous pas quand ils sont dégueux, mais je veux dire, c'est que c'est pas très grave si c'est pas cohérent. Je pense que ça sera pas le plus gros problème, la cohérence. Par contre, tu verras bien, justement, les outils que les gens apprécient pas, etc. Et du coup, il y a des outils qui remonteront plus, comme tu utilises plus Airbnb qu'un autre truc, parce que bah, leur design, il est plus agréable, plus facile à comprendre. Mais ça passera par l'UI, les petits blocs d'UI compréhensibles, mais ça passera aussi par les prompts, les choses, etc., les tools derrière qui seront utilisés et qui seront plus pertinents pour l'IA. Honnêtement, là, on parle d'une perspective à 5-10 ans, je pense. Enfin, quoique, à chaque coup, je dis ça, et en fait, c'est 6 mois. Mais je ne sais pas exactement, parce qu'en fait, sinon, je serais riche. Mais je pense que on le voit avec le principe des MCP, qui est très archaïque, en vrai, par rapport au truc, mais qui est la volonté vraiment de ça, c'est de se dire, OK, mes agents se connectent à des bouts de choses. Et il y a plein d'outils qui vont être autonomes. Et il y a des choses où on a encore besoin de décisions humaines, parce que bon, bah, sinon, c'est pas très fun, en fait, et on va bien en avoir besoin. Et du coup, là, ces choses facing, c'est comme des sites pour moi. Et oui, il va y avoir des règles. Bah, comme une application iOS, il y a des règles. Peut-être qu'il y a les tools qui valideront les blocs, entre guillemets, comme Apple fait de la validation sur des applications pour éviter les trucs éclatés. Voilà. Il y a un monde de possibles, mais par rapport à ce qu'on a vu précédemment, il n'y a rien qui est impossible, je trouve. Voilà. C'est, encore une fois, boule de cristal. Une autre question ou pas? Merci pour la présentation, super design, très épuré. J'avais une question moi plutôt sur, sur le workflow créatif. Tu sais, quand tu te mets dans ta bulle justement créative avec l'arrivée de l'IA, comment est-ce que tu as dû réinventer ta routine? Comment tu arrives à gérer un peu de ces workflows où, bah, comme tu dis, en fait là tu fais un prompt et bim, tu as plein d'idées dans la tête, mais tu veux pas tout sélectionner parce que tu sais que tu veux garder ton intégrité créative, on va dire. Voilà, est-ce que tu as des repères là-dessus? Bah justement, c'est là où j'ai un manquement en termes d'outils, clairement, puisque du coup, je vais préférer travailler sur ChatGPT en échange, en réflexion, parce que c'est rapide. Mais la partie création, aujourd'hui, pourquoi je n'utilise pas tous les outils que vous avez? Parce que justement, ça casse ça. Et qu'aujourd'hui, sur Figma, en fait, la solution qu'on a, mais spoiler, ça ne date pas de l'IA, c'est d'avoir juste un starter de fichiers, ce qui fait que ça évite de partir de zéro. Et j'ai déjà un bouton, j'ai déjà un truc, donc je peux déjà wireframer une idée en quelques secondes sans avoir à repartir de zéro. Parce que souvent, voilà. Donc, moi, ma solution, elle est encore là.
elle est archaïque pour demain, mais la solution qu'on me dit de demain, elle n'est pas encore au niveau. Mais avec les évolutions, on le voit, hein, c'est juste une question de rapidité et de scope. Donc ça va résoudre. C'est juste qu'aujourd'hui, justement, la vélocité que j'ai, c'est faire des rectangles gris dans Figma, ça reste la vélocité la plus forte en termes de créativité. Parce que justement, l'IA, les outils essayent de me faire un truc final avec des jolies couleurs, avec des machins et tout. Et je suis en mode, non mais attends, je ne sais même pas ce que je veux encore, quoi. Donc j'ai pas la solution sur ça. J'aimerais avoir la solution. J'aimerais que Figma, là, la prochaine chose, il y a un prochain outil qui va arriver justement avec du node-based, du coup avec des choses où je vais pouvoir, tu mets un prompt par exemple, ça te génère quelque chose, puis après tu le lis à un autre morceau et ça te refait un truc et tu peux rejouer. Ça c'est un des espoirs que j'ai, que ça peut aider. Mais après, sinon, j'ai pas la solution justement pour pas casser ce flow créatif. Là. Une fois que tu sais ce que tu veux, limite, tu peux l'envoyer dans des Lovable et des trucs comme ça. Mais sur la partie où tu sais pas ce que tu veux, bah, le Figma avec une frame blanche et des rectangles gris, pour moi aujourd'hui, ça reste la meilleure solution. Voilà. Mais non, mais excusez-moi, rapidement s'il vous plaît, la question. C'est juste pour. Désolé. Je suis désolé. Merci beaucoup, Yvan. Merci à vous. Encore une fois. Et je vais vous inviter à tous à aller dans la salle 1 pour la clôture de cet événement.